le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, une image historique. La princesse Delphine avec le roi Albert II et la reine Paola. La rencontre a eu lieu dimanche dernier. Explication avec Rachel Crivellaro et réaction avec Patrick Weber. Un hôpital de campagne déployé à Verviers, c'est une première en Belgique. Cela permettra d'accueillir des patients supplémentaires. Les ambulanciers sont aussi les acteurs de cette crise sanitaire. Ils commencent à avoir du mal à suivre la cadence. Témoignage en direct avec Laurent Van de Berg. Et puis les locations pour les vacances d'automne sont-elles menacées en Belgique? À l'heure où l'on parle de plus en plus de reconfinement, certains se posent la question. Élément de réponse avec Benjamin Braun. Et puis rencontre aussi dans ce journal avec le meilleur pâtissier du monde. Il est belge et vient d'être récompensé. C'est Pierre Marcolini. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est donc une rencontre inattendue entre la princesse Delphine et le roi Albert II. Après des années de combats judiciaires et une reconnaissance en paternité, Delphine a été reçue par son père dans sa résidence du Belvédère. Le palais royal l'a annoncé ce matin par communiqué et photo à l'appui, nous le voyons. Et nous allons bien sûr commenter tout cela dans ce journal et tout d'abord en direct du Belvédère justement avec Rachel Crivellaro. Alors ce cliché que nous venons de voir, Rachel, c'est bien plus qu'un symbole. Oui, c'est un cliché qui n'est pas seulement symbolique, c'est aussi un cliché carrément historique, car c'est la première fois que la princesse Delphine, qui est désormais reconnue officiellement comme la fille du roi Albert II, rencontre son père, le roi Albert II, ainsi que l'épouse de ce dernier, la reine Paola. Cette rencontre, elle a eu lieu ce week-end, en toute discrétion, à quelques mètres d'ici, au château du Belvédère. Une rencontre, nous dit-on, empreinte de beaucoup de sérénité et d'empathie, où chacun a pu exprimer ses sentiments, son vécu. Cette rencontre, elle fait suite à une autre rencontre inédite. Souvenez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines, cette rencontre entre la princesse Delphine et le roi Philippe. Alors aujourd'hui, après les tumultes, les blessures et les souffrances, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation. C'est ce qu'a fait savoir le palais par communiqué de presse. Le palais qui espère ainsi clore une page douloureuse pour la famille royale et en ouvrir une autre, cette fois-ci empreinte de réconciliation et d'apaisement. Merci Rachel pour toutes ces précisions. Et nous allons aussi rejoindre l'un de nos spécialistes de la famille royale, c'est Patrick Weber. Vous êtes à Namur, Patrick, et on peut le dire, l'histoire finit bien. Oui, c'est ce qui pourrait être un happy end d'une certaine manière. C'est aussi la photo que tout le monde attendait, et une photo qu'on ne s'attendait pas quand même à voir aussi vite. Les choses se sont précipitées avec d'abord la décision du roi Philippe de rencontrer sa sœur. Alors on sait que ça faisait longtemps en plus que le roi Philippe espérait un dénouement dans cette affaire. Pour finir, il est arrivé et très vite il a voulu marquer le coup. Et du coup je pense qu'il a entraîné dans sa décision son père, le roi Albert, d'abord a publié un communiqué, dire que voilà, il était très très content, qu'il y avait cette sérénité qui revenait au sein de la famille, mais malgré tout, la photo qu'on voulait voir, c'était la photo qu'on vient de découvrir. Et je pense même que Delphine ne s'attendait pas à ce que ça se fasse aussi vite. J'avais eu l'occasion de lui parler il y a encore quelques jours et elle disait voilà, moi je ne vais pas aller enfoncer les portes, je vais simplement attendre qu'on m'invite, on le fera, on ne le fera pas. Elle avait même eu ces mots, je n'attends plus rien de la famille royale. Eh bien, elle avait peut-être tort, puisque très vite il y a eu des réactions, dont cette réaction qui, à mon avis, a été très importante pour elle, parce qu'elle était au cœur de sa démarche, c'était vraiment l'idée de retrouver son père. C'est pour ça qu'on peut parler de happy end aujourd'hui. Oui, alors Patrick, aussi pour l'image globale de la famille royale, c'est finalement quelque chose de plutôt positif. C'est très positif pour la famille royale d'une façon globale, parce que de toute façon c'était devenu une sale affaire qui a duré très très longtemps, avec une évidence que tout le monde connaissait, et puis un déni total. Je pense que le mot déni est le mot juste du côté du roi Albert. Donc il fallait trouver une issue, un dénouement, et aussi il fallait que la famille royale puisse, je dirais, en sortir, non pas grandie, mais en tout cas avec une image modifiée, transformée. Et ça, en l'occurrence, c'est le cas maintenant, parce que quand vous parlez de la famille royale aujourd'hui, vous avez
la famille royale, le noyau dur, avec le roi, la reine et leurs enfants. Vous avez les anciens souverains, Albert et Paola, puis vous avez le frère, hein, Laurent, dont on attend toujours les saillies parfois inattendues, une princesse plus discrète, la princesse Astrid, et arrive aujourd'hui aussi cette princesse Delphine, qui est complètement à contre-courant de tout ce qu'on a pu voir, une artiste, une femme qui a déjà une vie, qui a déjà eu des combats, et on connaît la teneur de ces combats, donc moi ça ne m'étonnerait pas de la voir un jour à la tribune du 21 juillet et participer, je dirais, à cette famille royale recomposée. Il y a plein de familles recomposées dans ce pays, la famille royale en est une aussi aujourd'hui. Merci Patrick, c'était l'analyse de Patrick Weber, notre chroniqueur royal. Poursuivons avec une autre première en Belgique. Un hôpital de campagne est en cours d'installation. C'est bien sûr une manière de faire face à la saturation hospitalière. Cette structure pourra en effet accueillir 34 patients supplémentaires. Visite des lieux avec Benjamin Carlier. Les ouvriers se relaient sur le chantier nuit et jour. En 5 jours à peine, ils ont monté un chapiteau avec des box pour les patients et tout le matériel pour les soigner. De quoi accueillir dès demain 34 patients Covid. L'idée, c'est d'avoir une grande surface qui est plane, qui permet une meilleure supervision des patients finalement par un nombre de personnel qui est un peu réduit, puisque comme vous le savez, on a moins de personnel disponible. Pour le moment, dans notre hôpital, on a un taux d'absentéisme qui est important. Et donc cette structure-ci, en fait, ce format-ci permet de traiter plus de patients finalement, et c'est plus confortable pour notre personnel en termes de supervision des patients. Et pour pouvoir ouvrir au plus vite, l'hôpital a fait appel à plusieurs entreprises, d'habitude actives dans l'événementiel. Un travail géré par ce régisseur, plutôt habitué aux grands festivals de l'été. Moi d'habitude je monte du festival en Wallonie, je fais beaucoup de bruit et on n'est pas fort aimé. Je suis directeur technique du festival de Dour et d'autres choses, donc effectivement on est venu me trouver pour des compétences d'agrégation technique et de mise en œuvre de chantier assez rapide. Et je trouve que c'est pas mal en 6 jours, on a un beau résultat. La tâche la plus compliquée a été d'amener des tuyaux d'oxygène directement reliés à l'hôpital, car pour 34 lits Covid, impossible de travailler avec des bonbonnes. Mais même dans l'urgence, le bien-être des patients n'a pas non plus été oublié. On va rajouter de la musique pour que les choses soient un peu moins glauques pour les gens malades qui vont venir. On a créé des ambiances lumineuses pour le soir, pour que les gars soient cool. Et on n'aura pas de télévision, donc il fallait qu'on les habille un petit peu. Et donc tout ça est un mélange de ce qu'on fait d'habitude et de ce que l'hôpital aimerait bien avoir. Tous les jours, 5 à 6 nouveaux patients atteints du Covid sont admis ici. Au total, plus de 124 sont déjà hospitalisés. L'hôpital ne pouvait donc plus se permettre d'attendre, même si personne ne sait encore qui va payer la facture de cet hôpital de campagne. L'urgence pour le moment, c'est de ne pas laisser nos patients, je dirais, dans des ambulances. Moi, ce que je veux éviter, c'est que des patients soient dans les couloirs. Ça, je ne veux pas. Et donc, c'est ça qui a amené la construction de ceci. La question des coûts, on verra ça plus tard. Mais construire un nouvel hôpital en quelques jours à peine ne sera pas une opération renouvelable indéfiniment. Ce n'est pas qu'il manque de surface ou de matériel, mais plutôt de personnel pour s'occuper des patients. Notre coup d'œil quotidien sur les chiffres du Covid-19 et vous l'avez compris, ce sont les indicateurs hospitaliers qui sont scrutés avec attention. 494 nouvelles admissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Sur les 7 derniers jours, la hausse des hospitalisations s'élève à 88%. Et puis, très lourd bilan aussi des décès, 89 personnes ont perdu la vie hier. Et ce soir, justement, dans l'émission Questions en prime, Sacha Daoud reviendra sur toute l'analyse de ces chiffres diffusés chaque jour par Sienne Sano. Rendez-vous après le JT de 19h30. Et vu l'urgence de la situation, des mesures sanitaires plus strictes sont entrées en vigueur. Par exemple, à Bruxelles, le couvre-feu a été avancé depuis hier soir. Il est donc interdit de sortir entre 22h et 6h. Voilà qui pose d'ailleurs des problèmes aux sans-abri qui, bien sûr, par définition, n'ont pas d'endroit où dormir. Les centres d'hébergement n'ont pas toujours de place. Alors les services du SAMU social tentent de les aider au mieux. Reportage de Céline Burge avec Dominique Dussin. Devoir rester dehors la nuit alors que le couvre-feu l'interdit, c'est la difficulté supplémentaire auquel doivent faire face beaucoup de sans-abri. De nombreux centres d'hébergement affichent complet et certains n'ont d'autre choix que de dormir dehors, au risque de tomber sur des patrouilles de police qui veillent au respect du couvre-feu. Le SAMU social a donc décidé de distribuer des attestations prouvant l'impossibilité pour ces sans-abri de trouver un refuge nocturne. Nous voulons aider chacun en leur distribuant une attestation de non-hébergement où nous expliquons effectivement que tous nos centres sont saturés et que nous demandons de la tolérance de la part des services de police pour les personnes qui se trouvent dans cette situation. Lisa, l'infirmière, et Edwige, l'assistante sociale, partent en maraude pour distribuer ces attestations et apporter un peu de réconfort et d'écoute.
À chaque rencontre, les situations sont différentes, les histoires aussi, avec pour point commun la précarité de la vie en rue, amplifiée en temps de Covid. Depuis le couvre-feu, ça devient dur, parce que déjà, c'est pas facile, j'ai 60 ans. Il y a toutes sortes de gaillards dans les rues, donc la nuit, c'est pas facile de dormir n'importe où. Donc moi, j'arrive, entre guillemets, à entrer dans des endroits, les caves, et je dors dans ces caves, Pour le moment, tous les SDF qui le souhaitent ne trouvent pas de solution d'hébergement dans les centres d'accueil. Mais d'autres sans-abri refusent d'être hébergés la nuit, notamment par rejet de la promiscuité dans les centres d'accueil. Ils préfèrent se débrouiller eux-mêmes à la rue. Et donc, ceux-là, ce sont entre guillemets les durs, ils n'ont pas besoin du petit carton. Mais les plus fragiles, effectivement, peut-être que ça peut les rassurer. Les relations entre les patrouilles de police et les sans-abri ne sont pas toujours bonnes, certains SDF parlant même de menaces d'amende pour non-respect du couvre-feu, mais dans d'autres cas, cela se passe mieux. Non, ils sont conciliants. Moi, j'ai déjà eu le problème. En fait, moi, je leur ai dit, non, j'ai pas de domicile. Ils disent, ah oui, on dit courage. L'attestation n'est pas un document officiel, mais elle est à l'instar d'une tasse de café, d'une soupe ou d'une couverture, une reconnaissance de la situation de ces hommes et de ces femmes qui traversent eux aussi des moments encore plus difficiles que d'habitude. Dans ce journal, la parole aussi aux ambulanciers très sollicités en ce moment et ils travaillent dans des conditions très particulières. Si nous prenons à l'exemple d'une société de Péronne-les-Binches, 70% des transports par ambulance sont aujourd'hui des cas Covid. Vous êtes sur place, Laurent Van de Berg. Alors quel est le message lancé par ces équipes de terrain ? Oui, bien, c'est vrai que pour le moment, les services sont saturés, 70%, comme vous le disiez, de cas Covid, mais on craint ici qu'on arrive à 90% de l'activité pour des cas de Covid. Aujourd'hui, par exemple, on compte entre 30 et 40 cas de Covid à traiter par jour, et c'est un problème puisqu'il y a plus de demandes dans les hôpitaux et il y a du temps incompressible, le temps de désinfection du matériel. Vous le voyez derrière moi, 40 à 45 minutes après chaque patient. Alors, ces ambulanciers qui travaillent ici, hors période Covid, ont l'habitude d'emmener des patients qui ne savent pas se déplacer à des chimiothérapies, à des dialyses par exemple. Eh bien, aujourd'hui, ils doivent tout simplement leur dire non, puisqu'ils doivent d'abord traiter des patients Covid. Je vous propose d'écouter Jesse, il est ambulancier, il a répondu à nos questions. Là, actuellement, on est obligé de leur dire non. Donc, c'est compliqué. Maintenant, comment dire non à une personne qui est en incapacité de se déplacer toute seule, qui doit rater sa chimiothérapie parce qu'on ne sait pas venir la chercher, parce qu'on met principalement 1 heure pour désinfecter l'ambulance après chaque prise en charge. Donc c'est impossible pour nous d'aller faire une consultation, une chimiothérapie ou une radiothérapie. Voilà, témoignage d'un ambulancier au micro de Laurent Van de Berg. Merci à vous. Et puis, un rappel, les mesures sanitaires en vigueur valent pour tout le monde, y compris pour les personnalités politiques. Le président du CDNV doit aujourd'hui présenter ses excuses pour avoir mangé dans un hôtel. Joachim Kuhns a été photographié dans un établissement bruxellois la semaine dernière, en train de déjeuner avec l'ancien ministre Peter De Crème. Et rappelons-le, seuls les clients des hôtels sont autorisés à le faire. Et si ces mesures ne suffisaient pas, et si nous devions passer à un reconfinement, de plus en plus de voix s'expriment en ce sens. Yves Van Latem l'a encore rappelé hier sur le plateau du 19h30. La fin de semaine sera cruciale. Du coup, des entreprises redoutent déjà ce scénario du pire. Guillaume Wolf met en lumière des secteurs dont on a rarement parlé jusqu'ici. Regardez. Bienvenue dans une école de cirque, celle de David, près de Mons. Des caisses et des caisses de matériel, d'outils de jonglage et d'accessoires en tout genre. Ici, on a tout ce qui est diabolo. Donc ça, c'est les plus grands, eux, ils commencent franchement à apprécier ça. Au fil du temps, cette école de cirque est devenue l'une des plus grandes de la région. C'est un investissement qui s'est étalé sur 11 ans. Donc, je veux dire, on doit être, à mon avis, pas loin des 100 000 €, quelque chose comme ça. Mais l'école est aujourd'hui menacée par les restrictions ou un éventuel reconfinement. Peu subsidiée, cette école vit quasi à 100% des cotisations des enfants qu'elle vient à peine d'encaisser. Si on ne peut plus proposer les ateliers, les parents risquent de demander un remboursement de la cotisation annuelle, ce qui serait normal. Et à ce moment-là, notre budget tombe à zéro.
Surtout si on ne peut plus faire d'animation, si on ne peut plus nous rendre dans les écoles, etc. etc. Donc à ce moment-là, le budget va être néant et donc on ne saura plus payer les frais fixes. Et voilà, donc quand on ne sait plus payer, on ne peut plus garder. David, enseignant à mi-temps, ne serait pas au chômage avec une fermeture, mais pour la centaine d'enfants, ce serait un déchirement. C'est vrai que ce serait dommage pour nous si on devait arrêter d'exister, mais ce serait, je pense, aussi dommage pour tous ceux qui depuis 11 ans maintenant, se passionnent pour ça. Les craintes d'un reconfinement sont tout aussi graves dans cette entreprise de Waterloo. Son activité, c'est la formation d'employés aux langues et à la communication. Et d'habitude, ça se fait en présentiel dans ses locaux. Vous voyez que, alors que normalement c'est rempli certainement à 80%, on se trouve avec des occupations comme ce lundi où il y a 3 salles qui ont été occupées, mais de manière vraiment très très ponctuelle par des formateurs, généralement pour des cours individuels. Donc pour nous aussi une perte sèche parce que ces locaux, ils sont chauffés, ils sont éclairés, etc. toute la journée, mais ils ne sont pas remplis et ils ne fonctionnent qu'à très très petite capacité. Cette entreprise subit de plein fouet le retour du travail à distance qui rend très difficile ses activités. La gérante se souvient des pertes de chiffre d'affaires de la première vague. Depuis mars à fin août, de 60 à 70% de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme parce que on a une centaine de formateurs qu'on a essayé de maintenir le plus possible en activité en dispersant comme on le pouvait les formations qui rentraient encore. Ce sont des personnes qui sont toutes avec un statut d'indépendant, donc on sait que c'est une certaine précarité. Quand il n'y a pas de prestations, il n'y a pas de rentrée financière. De nombreuses entreprises actives dans le secteur marchand ou non marchand pourraient ne pas survivre à un deuxième confinement. Oui, un reconfinement qui pourrait aussi compromettre les congés d'automne. Pas mal de personnes ont réservé une location à la mer ou en Ardennes. Alors faut-il anticiper et annuler par précaution? Je me tourne vers vous, Benjamin Braun. Quels conseils peut-on donner à ces locataires justement? Alors le conseil qu'on peut donner, c'est d'abord de prendre contact, soit directement avec le loueur, soit avec la plateforme de location. Sur Ardennes État, par exemple, parfois, en quelques heures ou en quelques jours, on peut retrouver des locataires après une annulation. C'est donc une solution toute simple. Mais dans tous les cas, et la plupart du temps, c'est une solution à l'amiable qui est trouvée. Pour en parler avec nous, Olivier Dalloz, vous travaillez à Wallonie-Belgique Tourisme. Ce qui est préconisé par Wallonie-Belgique Tourisme pour le moment, aux prestataires, c'est d'abord de trouver un compromis. Oui, c'est de trouver un accord. Si un client souhaite ou doit annuler sa réservation, on va d'abord recommander, si c'est possible, que le prestataire propose par exemple un voucher, un report de la réservation, plutôt que de devoir rembourser ou d'appliquer strictement les conditions générales d'annulation. C'est ce qu'on a fait au mois de mars. Ça permet aussi de maintenir le secteur à flot économiquement. C'est clair que si le prestataire touristique a déjà touché la totalité du séjour ou ne serait-ce que des heures, s'il doit ressortir des liquidités, ça peut mettre à mal sa trésorerie dans des circonstances qui sont particulièrement compliquées. Ce qu'on peut dire aussi globalement, Ophélie, c'est que pour les vacances de Toussaint, globalement, il y a eu peu de réservations puisque actuellement les taux de remplissage varient entre 50 et 70% en Wallonie. Merci pour ces bons conseils, Benjamin. Et puis, cela concerne toujours les voyages. Neckermann entame aujourd'hui une procédure de réorganisation juridique. Toutes les agences fermeront leurs portes dès lundi. Avec quelles conséquences pour les clients? Eh bien, nous allons poser la question à Laurent Alardin. Vous êtes CEO de Neckermann et en liaison vidéo avec nous. Alors, première question pour les personnes qui doivent partir dans les prochains jours. Leur déplacement est-il compromis, Monsieur Alardin? Non, pas du tout. En fait, la procédure de réorganisation judiciaire a été faite de manière conservatoire. En fait, elle nous laisse le temps pendant 3 mois de trouver un plan et un compromis en fait avec l'ensemble des bailleurs et l'ensemble des personnes chez qui on a des dettes. Mais pour l'ensemble des clients, il n'y a rien qui change. Ça veut dire que nous ne sommes pas en faillite du tout. Nous sommes toujours dans une continuité. En fait, nous avons besoin de temps simplement pour discuter avec l'ensemble de nos créanciers. Alors vous nous le dites, vous n'êtes pas en faillite, mais vous parlez malgré tout de dette. Il y a cette procédure de réorganisation judiciaire. Ça veut dire que Neckermann, l'entreprise, va mal aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe dans le tourisme, c'est assez catastrophique pour l'ensemble des différentes chaînes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune aide en fait du gouvernement. Donc, nous tournons vers les régions, etc. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en négociation avec elles. Est-ce que Neckermann va mal? Toutes les entreprises touristiques cette année-ci
c'est assez compliqué. Et donc, aujourd'hui, on doit trouver des solutions. Et l'actionnaire, qui est en fait l'entreprise Wamos espagnole, propose de mettre en fait de l'argent frais, du cash dans le capital, mais de le faire avec le public. Et donc, c'est ces 3 mois qui vont nous permettre de trouver une solution. Et donc, on prend nos responsabilités de le faire de cette manière-là, puisqu'en fait, le secteur touristique est apparemment pas stratégique pour le gouvernement. Alors vous le dites, 3 mois pour trouver une solution, mais dans un contexte très compliqué, la faillite est réellement évitable d'après vous. Vous avez confiance, vous êtes confiant ? Écoutez, moi je suis tout à fait confiant parce qu'en fait le plan, il est prêt. C'est simplement que maintenant on doit le faire valider par l'ensemble de nos créanciers et le mettre en place. Donc la confiance, oui, toute l'entreprise est confiante parce qu'on est persuadé que le Belge repartira en vacances par la suite et que c'est en fait une période, la période Corona, qu'on doit vraiment essayer de passer le mieux possible pour pouvoir continuer par la suite. Merci beaucoup, Monsieur Alardin, d'avoir fait le point dans ce journal de 13h sur la situation chez Neckermann. Bonjour à tous. La Flandre va-t-elle oui ou non durcir les mesures sanitaires comme la Wallonie et Bruxelles avec par exemple un couvre-feu élargi? Eh bien, le gouvernement flamand se réunit ce soir à 18h. Sur la table, il y aura aussi le sport en salle ou encore la culture. Jusqu'à présent, le ministre-président flamand Jan Jambon estimait qu'il fallait attendre de voir les résultats des mesures déjà prises. Mais voilà, il est mis sous pression par les virologues et par les gouverneurs de province qui appellent à prendre sans tarder des mesures plus strictes vu la situation sanitaire en Flandre. Et ce matin, en Belgique, on a dépassé les 5000 hospitalisations, dont plus de 800 lits en soins intensifs. À ce rythme, dit le porte-parole du centre de crise, eh bien, nous serons à 1000 lits en soins intensifs occupés à la fin de la semaine. 2000, soit la capacité maximale des hôpitaux belges vers le 10 novembre. Pour Yves Van Latem, il faut préparer le reconfinement et décider ce week-end au plus tard si rien ne bouge dans les chiffres. Un second confinement, la Fédération des entreprises de Belgique n'en veut pas. Il serait fatal aux entreprises qui sont au bord de la faillite, estime la FEB, et de nombreux travailleurs perdraient évidemment leur emploi. La Fédération des entreprises de Belgique qui appelle à tout mettre en œuvre pour maîtriser la pandémie. Aux États-Unis, la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat américain en tant que nouvelle juge à la Cour suprême. Une cour désormais ancrée solidement à droite avec l'arrivée de cette fervente catholique de 48 ans, mère de 7 enfants et opposée à l'avortement. Donald Trump, lui, parle d'un jour historique pour l'Amérique. En football, les Red Flames de l'équipe nationale belge vont jouer ce soir. C'est un match éliminatoire pour l'Euro 2022 en Lituanie. Si elles gagnent, elles restent dans la course pour la première place de leur groupe et donc pour une qualification directe. Et puis le chocolatier belge Pierre Marcolini est le meilleur pâtissier du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a reçu en fait ce prix hier lors d'un événement virtuel, le World Pastry Stars 2020. Le jury, composé de journalistes indépendants, l'a élu à l'unanimité. Ce titre honore en fait l'ensemble de sa carrière. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.